Bonsoir, merci Madame la Présidente de m'accueillir pour cette conférence. Merci Francis, qui est le maître d'œuvre de cette conférence aussi, quelque part. Avant de commencer, je dédie cette conférence à Odile Seller. Habiter. Bon, je commence avec ce personnage que vous connaissez certainement, Martin Heidegger. Si je commence avec lui, c'est que il a écrit un texte fameux qui s'appelle « Bâtir, habiter, penser », publié en 1951, au moment de la crise du logement, qui était générale en Europe, dans l'Europe entière, peut-être encore plus en Allemagne, évidemment. Et quand il parle de l'habiter, il s'en remet à la maison traditionnelle de la Forêt-Noire, et cette maison traditionnelle dont il dit qu'elle était construite au XVIIIe siècle, il y a plus de 2 siècles, et qu'elle était construite selon des modalités qui sont encore celles de la hutte, dans lequel, c'est lui qui nommait cette maison de cette façon, dans lequel il allait pas seulement se reposer, mais travailler, séjourner assez longtemps. Alors si je parle de lui, c'est que, au fond, en ayant écrit ce texte « Bâtir, habiter, penser », on pourrait penser qu'il nous apporte des solutions, ou plutôt qu'il apporte une réflexion qui va nous aider, sachant que Heidegger, évidemment, et ce texte, il a été cité par pas mal d'architectes, et il est toujours cité. Il n'y a pas un texte de Zumthor qui, quelque part, fait pas référence à Heidegger. Donc, cette attention à l'habiter, au fond, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, si nous nous référons à la maison paysanne de la Forêt-Noire, nous ne voulons aucunement dire qu'il nous faille et que l'on puisse revenir à la construction de ces maisons. Mais l'exemple montre d'une façon concrète à propos d'un habité qui a été, comment il savait construire. Donc toute la question, évidemment, c'est de savoir comment on va savoir construire dans un autre monde que celui, bien sûr, de la maison traditionnelle de la Forêt-Noire. Second personnage, évidemment, vous le connaissez tous, celui-là. Au fond, il a aussi sa hutte. Alors, c'est pas la hutte, c'est le cabanon, mais c'est un peu du même acabit, on pourrait dire. Où il allait, on le sait, après la Seconde Guerre mondiale, très souvent se reposer, très souvent séjourner, pour se détendre, pour travailler aussi. Il avait un petit atelier. Et au fond, cette maison aussi, elle le représente une construction très rudimentaire, un peu sophistiquée en intérieur, mais au fond très rudimentaire globalement. On sait que, en même temps, ce choix, c'est un choix qui se rapporte à un mode de vie qu'on pourrait dire de la part de Le Corbusier presque primitif. Il vivait à moitié à poil, il allait constamment se baigner au pied de la colline, au pied de la colline où était cette maison, dans la Méditerranée, on le sait. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait que, aussi bien Heidegger que Le Corbusier, qui sont quasiment ils sont nés quasiment la même année, hein, enfin pas tout à fait, 87 pour Le Corbusier, 89 pour Heidegger, donc c'est vraiment la même génération. Au fond, on pourrait se dire qu'ils sont confrontés aux mêmes problématiques par rapport à l'habiter. Alors, par rapport à la maison de la Forêt-Noire, plus le cabanon, au fond, je vais dire qu'on est dans une espèce de nostalgie vernaculaire.
Et Le Corbusier lui-même, il a une espèce de fascination pour l'habitat ou la construction vernaculaire. Toujours. Jusqu'à la fin de sa vie. Et lorsque, avant d'avoir son cabanon, il allait sur le bassin d'Arcachon, entre les deux guerres, passer ses vacances. Pas dans des hôtels super chics, parce que le bassin d'Arcachon, c'était pas ça à cette époque-là, ni dans des villas extraordinaires. En fait, il allait quasiment dans des cabanes, que le louaient des gens qui, effectivement, en disposaient à ce moment-là. Et sur le bassin d'Arcachon, il fait cette constatation, les pêcheurs, leurs costumes, leur outillage rudimentaire, leur maison, la disposition de l'ensemble représentent une surorganisation, un événement en totale harmonie. Gens, nature, objets, un état de culture. Harmonie qui doit redevenir nôtre, transposée au plan de la grande ville. Harmonie qui doit redevenir nôtre, c'est-à-dire qu'on l'a perdue. Et évidemment, cette perte, elle est quasiment irrémédiable. Elle n'est pas quasiment, elle est tout à fait irrémédiable. Le vernaculaire, c'est vraiment le signe de ce que l'on a perdu. Donc retrouver, redevenir, harmonie qui doit redevenir nôtre, c'est au fond que l'accord entre les choses redevienne possible. Parce que dans cet univers-là, il y avait un accord entre les personnes, les moyens dont ils disposaient, le lieu où ils se trouvaient, les matériaux dont ils pouvaient user, etc., etc. Au fond, des propos presque écologiques avant la lettre, on va dire. Donc, comment est-ce que la grande ville va pouvoir effectivement retrouver une harmonie? C'est la grande question, hein, c'est la grande question. Et au fond, Heidegger, sans apporter de réponse, pose la même question. Alors, c'est de celle-là dont je vais plutôt parler. Mais cette question vernaculaire, au fond, celui qui va la mettre complètement sur la table en 1964, c'est Bernard Rudolphy lorsqu'il fait ce fameux livre et son exposition qui accompagne, ce livre qui accompagne l'exposition qui a lieu à ce moment-là au Musée d'Art moderne de New York. Un livre illustré assez extraordinaire pour ça, de tout un tas d'images qui se rapportent à des habitats qui existent encore, qui ne sont pas primitifs au sens où ils appartiendraient à une autre société. Non, ce sont des habitats qui existent encore et qui viennent un peu de tous les pays. Et ces habitats, ils ont pour caractéristique quoi? Ils ont pour caractéristique, au fond, de s'établir sur un temps long. On ne peut pas dater un certain nombre de ces ensembles d'aujourd'hui ou d'hier, mais hier quand? Un siècle, 2 siècles, 50 ans, au fond, c'était vraiment un temps long et un temps lent. Et les modes, ça correspondait évidemment à des modes de vie très particuliers, à des situations climatiques, à des situations topographiques, à des ressources qui étaient là et qui étaient employées évidemment à bon escient. Donc Rudolphy s'intéresse à ça, et en particulier à ces villages nombreux dans les Pouilles, ces villages de Trouly. Et il dit, en parlant de la maison archaïque, parce qu'au fond c'est une maison archaïque, chaque Trouly étant une unité qui va être additionnée avec d'autres pour fabriquer très souvent des villages, mais où on restait seul aussi quelquefois. Alors, la maison archaïque, en dépit de nombreuses invasions, le type a survécu quasiment sans changement, depuis le 2e millénaire, avant Jésus-Christ. Donc sans changement depuis le 2e millénaire. Et en 1964, il écrit « Il offre encore un bon habitat ». Alors évidemment, là, sur cette dernière phrase, on peut être un peu sceptique, d'autant plus que dans les éditions d'après 64, cette phrase sera supprimée. Et dans l'édition française, elle n'y est pas. Évidemment, elle n'y est pas parce que cet habitat, tous ces habitants ont fui cet habitat lorsqu'ils ont pu. Ils ont fui parce que c'était totalement insalubre, totalement inconfortable au dernier degré, etc. Donc, ça appartient, là aussi, cet habitat, au temps perdu. Mais il a une particularité, c'est qu'il fabrique des villages. Donc il donne un certain sens à la communauté.
Et c'est ça ce qui m'intéresse maintenant, c'est-à-dire pas seulement la maison de la Forêt Noire, pas seulement le cabanon Le Corbusier, qui sont quand même des habitats qu'on pourrait dire individualistes. Non, là, il s'agit vraiment d'un regroupement d'une communauté, et ce sens de la communauté, il vient aussi à partir de son habitat. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ces villages, puisqu'ils ne sont plus habités? C'est, disons qu'ils ont connu ce que j'appelle la relève touristique. Ce sont devenus des hôtels chics, des maisons de vacances, etc. Mais les habitants eux-mêmes ont déserté. Et bien sûr, cette relève touristique, au fond, c'est ce qui apparaît très très souvent par rapport à l'architecture vernaculaire. Au mieux, il y a une relève touristique, au moins bien, évidemment, simplement, elle disparaît, quoi. Elle tombe en ruine. Alors, cette relève touristique, au fond, c'est, on pourrait dire, un constat qu'on peut faire dans beaucoup de situations, mais toujours, ou très souvent, elle pose toujours la question du village. Du village, c'est-à-dire fabriquer un moment, un village de vacances, etc., fabriquer un moment, quelque chose qui ressemble à un rassemblement de personnes qui auraient un certain nombre d'idées communes, ou du moins un certain nombre de manières de vivre qui leur soient un peu communes. Et évidemment, dans la relève touristique, celui qui a été le plus fort, c'est Trigano, dans les années 50, lorsque, après avoir fait le premier village de tentes, puisqu'il était fabricant de tentes, il s'est mis à développer le Club Méditerranée. Et le Club Méditerranée, c'est un club de villages. C'est toujours des villages. Et ces villages, au départ, c'est des tentes, puis après, bien sûr, ce sont des cases qui sont réunies selon certaines modalités. Et ce village, il est tellement, entre guillemets, communautaire, qu'on sait qu'au début, il n'y avait pas de monnaie à l'intérieur l'argent ne circulait pas à l'intérieur des villages du Club Méditerranée. Les gens étaient à peu près de milieu social, disons, approximativement identiques, c'est-à-dire pour pouvoir partager les mêmes choses. Donc, au fond, le fantasme ou la nostalgie, ou moi, ce que j'appellerais la mélancolie du village, c'est-à-dire une espèce de mélancolie, parce qu'au fond, ce village, dans sa réalité, par contre, là aussi, il appartient au temps perdu, parce que, au fond, même les villages aujourd'hui, on le sait, on le voit suffisamment souvent, même à la télévision, ne sont plus ce qu'ils sont, ou ce qu'ils étaient. Alors, un village, c'est une certaine structure, c'est une certaine forme. J'emploie le mot structure et forme en considérant que les deux mots sont synonymes à la façon de Lévi-Strauss, quoi. Et justement, puisque je parle de Lévi-Strauss, je vais parler du Lévi-Strauss à propos du village. En 1935-36, vous le savez, il raconte ça très très bien dans Triste Tropique, il va faire un séjour long au Mato Grosso, au Brésil, et notamment dans un certain nombre de villages, dont les villages Bororo. Et il analyse ces villages, et il découvre, ou plutôt il comprend qu'ils sont structurés d'une certaine manière. Les cases sont disposées en cercle, au centre c'est la maison des hommes, mais tout ça ce serait peu de choses si il n'allait pas jusqu'à définir, ou plutôt à déterminer dans ce village un axe quasiment nord-sud. Et cet axe nord-sud, il partage en deux moitiés le village. Quelqu'un qui naît dans une moitié ne peut se marier qu'avec une personne qui est dans l'autre moitié. Donc, c'est la prohibition de l'inceste, c'est tout un tas de problèmes comme ça que développe évidemment Lévi-Strauss, que je ne développerai pas ici. Mais la structure du village, elle est toujours ainsi. Il y a d'autres axes aussi qui, en plus, compliquent encore la structure sociale. Donc, le village est une structure. Ce n'est pas tellement constitué d'objets, mais plutôt d'abord, c'est une structure. Alors cette structure, le village, ou plutôt les Indiens qui sont là, au bout d'un certain temps, le territoire qui est autour du village, il s'épuise, ils ne peuvent plus tellement le cultiver. Et à ce moment-là, ils vont se déplacer.
Ils vont se déplacer, chercher un autre site, pas forcément très 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 loin, mais au bord d'une rivière toujours, et ils vont reconstruire leur village. Ils ne vont pas transporter les cases, ils s'en fichent. Les cases, c'est rien du tout, c'est des constructions très très précaires. Non, ils vont reconstruire, ou ils vont construire un village, mais selon le même dispositif. Exactement le même dispositif, comme si c'était complètement dans leur conscience qu'ils avaient la possibilité de le faire. Ce qui fait le village n'est donc ni son terroir, ni ses huttes, mais une certaine structure que tout village reproduit. On comprend ainsi pourquoi, en contrariant la disposition traditionnelle des villages, les missionnaires salésiens détruisent tout, évidemment. Et c'est cette question du village, au fond, pas du village en tant que tel, mais la question de la structure, au fond, qui m'intéresse particulièrement. Parce qu'un ensemble habité, c'est forcément structuré. Et c'est structuré, n'importe quelle ville, enfin je choisis là les plus grandes villes, bien sûr, Kimgad, fondée par Trajan, les villes, les grandes capitales chinoises, japonaises ou coréennes, elles sont toujours dessinées selon une modalité très précise par rapport à leur structure. Ça ne doit jamais rien au hasard. Et notamment pour ce qui est des villes romaines, la détermination du Cardo et du Decumanus dépend essentiellement de la position du soleil au moment où la ville, à la date où la ville est fondée. Donc tout ça, c'est des choses vraiment d'une dimension anthropologique excessivement forte. Alors je pourrais dire, mais au fond, dans cette quête après la Seconde Guerre mondiale, de donner à l'habitat une structure, les grands ensembles, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Peut-être, non ? Pas toujours réussi, mais ils ont essayé de faire. Alors ici, c'est Dubuisson, évidemment à Chambéry, avec ce plan immense qui n'a jamais été réalisé totalement, bon, bien sûr, mais qui a quand même donné lieu à une dimension assez grande d'un ensemble qui est très ordonné. Est-ce que la signification est la même que celle d'une ville romaine? Là, on n'est pas sûr, évidemment. Hein. C'est un peu, comment dire, énigmatique. Mais il y a un personnage qui a parlé de ça et que évidemment que vous connaissez certains, que les plus jeunes connaissent peut-être pas, mais il faut absolument le lire de temps en temps. C'est Aldo Van Eyck. Et Aldo Van Eyck, il dit quoi? Il dit « Nous n'avons plus besoin de Cardo et de Decumanus pour nous sentir chez nous dans l'univers. Mais nous en avons néanmoins besoin pour être chez nous. Aussi n'est-ce pas sans importance de voir que si nous ne sommes effectivement plus romains, nous le sommes cependant encore. » Au fond, c'est une espèce de nécessité quelque part. Et cette nécessité, évidemment, il faut y répondre. Alors, évidemment, une structure, et là je viens à l'habitat, et à l'habitat, mon sujet dans habiter, c'est le logement du plus grand nombre. Alors j'ai pu dire à certains moments le logement de masse, certains s'en sont offusqués, mais c'est pas très grave, disons habitat du plus grand nombre, qu'il soit social ou qu'il soit pas social. Et cet habitat du plus grand nombre, au fond, l'hypothèse que j'ai faite, c'est qu'il s'est défini au début du XXe siècle. L'habitat du plus grand nombre, c'est l'affaire du XXe siècle. Avant, au fond, les architectes, eux-mêmes, les responsables politiques, ou alors très très exceptionnellement, l'habitat populaire, l'habitat du plus grand nombre, ça ne les souciait pas. Les architectes, ils ont commencé à s'en préoccuper un peu à la toute fin du XIXe siècle, lorsque les sociétés philanthropiques leur ont demandé de le faire, quelque part. Donc ils se sont intéressés à ça. Et le grand moment, évidemment, de définition, de développement des problématiques relatives à l'habitat pour le plus grand nombre collectif, ce sont les années 20 et 30. C'est là que les choses se sont un peu déterminées. Et lorsqu'on regarde les structures, parce qu'au fond, là, on est confronté à deux structures possibles de la même époque, grosso modo, que ce soit à Paris ou à Berlin, on sent bien que la traduction de la structure n'est pas la même dans un cas et dans l'autre. On le sent bien.
Ici, on a affaire à des îlots plus ou moins ouverts de la ceinture, on les connaît bien, toutes ces opérations en briques rouges. Et puis, un des Siedlungen très nombreux, Simonstadt à Berlin, mais il y en a plein à Francfort, il y en a plein à Stuttgart, il y en a plein à Hambourg, donc plutôt une tradition allemande ou plutôt nordique, on va dire. Et cette différence, au fond, on pourrait se dire, bon, ça détermine des structures qui sont effectivement différentes. Alors là où je veux en venir, là, c'est que, par contre, quand on regarde de quoi elles sont constituées, et ce que j'appellerais la matière logement, elles sont constituées de logements qui sont très très semblables, quasiment les mêmes du point de vue de leur configuration, du point de vue de leur structure du logement lui-même. Qu'est-ce que c'est, au fond, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Berlin? À Paris, c'est quoi? C'est un bâtiment qui fait dans les 10, un peu plus, 11 mètres d'épaisseur. Généralement, non, c'est systématique à double orientation. Les logements donnent d'un côté, donnent de l'autre, ce qui signifie que systématiquement, il y a 2 appartements par palier, pas plus, généralement, pas plus. Et puis à partir de là, salle de bain éclairée, cuisine éclairée. Évidemment, on n'a pas inventé cette fameuse invention extraordinaire qui est la ventilation VMC, ventilation mécanique contrôlée. Quand il n'y en a pas, eh ben, effectivement, tout est ventilé, naturellement. Alors, ce type de logement, au fond, que ce soit à Berlin, parce que vous voyez bien que ce sont quasiment les mêmes, ou que ce soit à Paris, mais on pourrait aller en Hollande, mais on pourrait aller dans d'autres pays encore, en Allemagne, bien sûr, là où on est. Ce type de logement, au fond, c'est une matière qui est un peu, qui est un peu générale dans ces années 20-30. Vous voyez, c'est une matière qui est reproduite, qui est travaillée. Alors, en plus, on peut dire une chose, c'est que on n'en connaît pas l'origine architecturale. C'est-à-dire, au fond, on ne sait pas qui sont les architectes, les premiers architectes qui ont fait ça. On ne sait pas. Parce que comme tous les architectes font un peu les mêmes types de logements, eh bien, il n'y a pas d'origine, quoi. Il n'y a pas d'origine. Alors vous me direz, le logement HBM, enfin le logement de la ceinture parisienne, au fond, c'est une interprétation du logement bourgeois, on va dire simplifié, etc. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais au fond, ce dont vous n'êtes pas capable de me dire, ce que vous n'êtes pas capable de me dire, c'est qui a inventé le logement bourgeois. Donc on recule pour pas mieux sauter, quoi. C'est-à-dire quelque part. Donc c'est pour ça que j'appelle ça, moi, quasiment une production à dimension vernaculaire. Attends, je ne vais pas dire vernaculaire directement, à dimension vernaculaire. C'est au fond un vernaculaire moderne. Et ce vernaculaire moderne, on va voir tout à l'heure qu'il est encore effectif, on pourrait dire. Alors, quand même, il faut passer par l'architecture moderne dans ce qu'elle a de spécifique, quelque part, de très particulier. Et au fond, qu'est-ce que c'était les concepts qui ont, on va dire, bouleversé la conception qu'on pouvait se faire de l'architecture dans les années 20 ? Et un peu avant déjà, avec Wright ou des gens comme ça. Le premier concept, peut-être, c'est la fluidité spatiale. La fluidité spatiale, la continuité spatiale, ça, c'est quelque chose de partagé, disons, par un certain nombre de protagonistes de ce qu'on appelait, ou de ce qu'on appelle encore d'ailleurs les avant-gardes. La fluidité spatiale. Et donc, qu'est-ce qui traduisait le plus directement cette question de la fluidité spatiale? C'était le concept de plan libre. Le plan libre. Le plan libre, c'est presque le sésame pour ouvrir le champ de l'architecture moderne, le plan libre. Mais Le Corbusier était très clair là-dessus, ou plutôt il avait cette façon de résumer un certain nombre de problématiques. Plan paralysé, plan libre. Le plan paralysé, c'est le plan de la maison traditionnelle. Le plan libre, évidemment, c'est le plan des maisons modernes que lui-même essaye de faire, la Villa Savoie, par exemple, ou la Villa à Carthage. On voit bien que c'est plutôt la Villa Savoie qui représente en bas. Donc, le plan libre, c'est, au fond, s'affranchir des pièces.
c'est d'abord ça, s'affranchir des pièces, et des pièces closes en particulier. Le plan paralysé reste à une détermination de pièces qui sont des pièces fermées. Et là est peut-être la question de l'antinomie de l'architecture moderne, c'est ça ce que j'appelle dans le livre, c'est-à-dire, au fond, si on veut développer le plan libre, on va le faire dans des maisons, dans des villas, etc. On ne le fera pas dans l'habitat collectif. C'est là la question. On ne le fera pas dans l'habitat collectif, parce que dans l'habitat collectif, on a toujours un plan qui est un peu paralysé, parce qu'il est constitué de pièces. Alors vous me direz, mais pourquoi ne pas faire carrément autre chose? Bien sûr, pourquoi ne pas le faire, mais bon, si on voit sans doute celui qui aurait voulu aller le plus loin dans le genre, à savoir Mies van der Rohe, lorsqu'il fait à gauche Lakeshore Drive, vous savez, les deux magnifiques tours au bord du lac à Chicago, juste après la Seconde Guerre mondiale, au début, il prévoit de faire un plan, vous le voyez ici, un plan qui n'aurait pas de pièces. Un plan sans pièces, simplement ce qui est enfermé, c'est la cuisine, la salle de bain, et puis après, ça n'est qu'une seule surface. C'est des petits logements. Quand il s'est agi de commercialiser ces logements, malheureusement, Mies n'a pas pu faire ça. Il a dû faire un plan où il fermait les chambres. Hein, ça, c'était quoi? Je ne sais pas. La demande sociale. Aux États-Unis, aussi bien qu'en Europe, peut-être que c'était aussi un peu ça. Alors, le rêve de Mies, évidemment, c'est la maison Farnsworth. Hein, pas de clôture. Un seul espace. La quintessence du loft, hein, ce dont les architectes rêvent très très souvent, faire un loft. Mais à la maison Farnsworth, c'est fait pour un célibataire ou un couple, c'est tout. Pas plus. Hein. On ne peut pas vivre à trois. Ou alors c'est une drôle de vie. Alors cette question, ça c'est une question qui touche à l'antinomie, ce que j'appelle l'antinomie de l'architecture moderne, c'est d'avoir cette opposition entre plan paralysé et plan libre. Et le logement a toujours, quelque part, quelque chose à voir avec un dispositif un peu paralysé. Alors je reviens sur logement vernaculaire moderne, comme vernaculaire moderne, j'exagère, j'ai bien dit tout à l'heure, qui a une dimension vernaculaire. Je le dis parce que, au fond, si je reviens à cette image, je l'ai commentée, donc je ne vais pas insister, ce sont une manière de faire des bâtiments d'une certaine épaisseur avec une cage d'escalier qui dessert des appartements par logement, des appartements qui sont traversants, etc., etc. Oui, au fond, ce dispositif, c'est celui que on retrouve, je commence par ça, au Havre avec Perret. Au fond, c'est ça, encore. Chez Perret, l'épaisseur du bâtiment, c'est 12,68 m, si mes souvenirs sont bons. Mais au fond, on est dans la même configuration. Vous voyez, on est à un moment où on peut commencer à centraliser les pièces humides, enfin la salle de bain, etc., ne plus les mettre en façade nécessairement. Mais bon, ça nécessite ce qu'on appelait dans les années 50 des chintes, et puis les chintes vont être remplacées par des VMC, enfin, tout un dispositif qui est plutôt technique, qui va se mettre en place et qui va permettre effectivement que toutes les pièces, notamment salle de bain, WC, ne soient plus éclairées et ventilées naturellement. Alors, mais ce dispositif-là, c'est celui qu'on retrouve dans beaucoup d'opérations, notamment dans les grands ensembles. Alors là, dans les grands ensembles, c'est quasiment systématique. Alors bien sûr, on aime tous Dubuisson. Et on va se dire, Dubuisson, les logements de Dubuisson, ils sont extraordinaires, c'est toujours mieux que les autres. Oui, mais c'est mieux que les autres, peut-être, mais c'est la même disposition. 2 logements par palier, traversants, etc. Alors, en haut, on a les appartements de Shape Village pour les Américains. Alors, vous voyez bien, c'est à la même échelle. Alors là, ils ont la place, hein, sérieusement. Donc, c'est des appartements très luxueux par rapport aux 3 autres exemples, qui sont des exemples d'appartements banals, de grands ensembles, ou qui s'assimilent à des grands ensembles. Hein.
Et là, on a affaire à des bâtiments qui ne sont pas du tout de la même épaisseur qu'en haut. En haut, c'est grosso modo plus de 15 mètres. Les bâtiments, à cette époque-là, ils font 10 mètres d'épaisseur, 11 mètres à tout casser, quoi. Ils vont monter un peu quand il y aura des balcons ensuite, mais c'est ça. Et ces logements, au fond, si vous regardez tous les plans, enfin, une grande majorité, plus que majorité, une grande proportion des plans des grands ensembles, au fond, ils sont tous comme, enfin, ils sont semblables à ça, quoi. Vous voyez bien la Courneuve ici, hein, c'est un bâtiment pas particulièrement exceptionnel, hein, mais tous les grands ensembles sont un peu de cet acabit. Alors là on sent pourquoi je parle du logement comme un produit à dimension vernaculaire. Parce que ce n'est pas la qualité, à la limite, des architectes qui vont faire des plus ou moins beaux bâtiments, bien sûr. Un bâtiment de Dubuisson est certainement meilleur qu'un bâtiment de Tambuté. Mais c'est sur une structure qui est la même. Et ça va continuer, parce que j'ai choisi là aussi un certain nombre d'exemples. Alors là, relativement divers, Diener à Amsterdam, KCAP à Rotterdam, Paris évidemment avec la rue de Meaux, Zurich, etc., etc. C'est-à-dire, c'est des logements qui ont tous la même structure. Donc c'est une matière qui est quasiment un peu identique, on va dire presque, non ? Et cette matière, on peut faire des figures, on peut faire des formes, c'est ce dont je vais parler après, on peut faire des formes qui soient effectivement différentes avec la même matière. Alors, bien sûr, quand vous voyez ces plans, ils sont globalement très très proches les uns des autres du point de vue de la structure. Ils sont plus ou moins grands, évidemment, parce que quand on construit comme en haut à Amsterdam, les logements de Diener sont beaucoup plus grands que les logements de Pérodin à Cornebarieux. Hein. Mais bon, les logements en France, généralement, sont moins grands. Je ne vais pas aborder cette question, mais elle mérite quand même qu'on y réfléchisse très très sérieusement, ce qu'on a essayé quand même de faire, d'un certain côté. Donc, au fond, on a cette dimension-là. Dans cette... vous me direz, mais vous pensez qu'on ne peut jamais changer? Mais si, je pense bien qu'on peut changer. Hein, je ne suis pas... où en est l'innovation? Vous allez me dire, ben oui, l'innovation est possible. Hein, elle est possible, c'est arrivé. Peut-être plus à certains moments qu'à d'autres. Dans les années 20-30, la question de l'innovation ne se posait pas tellement. C'est-à-dire, on développait vraiment la matière logement pour répondre vraiment au plus grand nombre. Dans les années 50-60, on continuait aussi parce que c'était l'histoire des grands ensembles, c'était la crise du logement, etc. Dans les années 70, fin 60 et puis 70, évidemment, là, on a commencé à s'écarter, peut-être. Et certains architectes ont voulu vraiment fabriquer des modèles, concevoir des modèles. Renaudie fait un modèle possible. Bon, à Ivry, à Givors, etc. Pas dans beaucoup d'endroits, bien sûr. Donc il fait des modèles. Alors c'est la distinction que je ferai évidemment assez simplement entre les types et les modèles. Un type, au fond, c'est ce qu'on voyait précédemment. Un type, ça appartient pas à un architecte, ça appartient à plein d'architectes, ça appartient même plus loin que les architectes, ça correspond à un certain mode de vie, ça correspond à une certaine structure familiale, ça correspond à tout un tas de questionnements par rapport à la manière dont les gens vivent, tout simplement. Lorsqu'on a affaire, par contre, à une opération comme celle de Renaudie, là, on déroge, bien sûr. On déroge par rapport à ce qu'on voyait précédemment. Et là, on est dans une production très singulière, très individuelle. Donc c'est pour ça que c'est un modèle, c'est pas un type. Alors ça deviendrait un type si jamais il y avait beaucoup d'architectes qui commençaient à le limiter, de telle sorte qu'il devienne un peu général. Mais ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas. Et généralement, les modèles trop singuliers que produisent les architectes, ils ne sont pas reproduits, ou peu reproduits. Alors, la remarque aussi tient par rapport à de Renaudie à ce qu'au fond, il y a une adéquation, ou plutôt une superposition entre
la configuration du logement et la configuration urbaine que le logement produit. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de distance. Avec ces logements, entre guillemets, on ne peut faire que ça. Et il n'y a pas de distance. Et de ça, au fond, on ne peut pas s'approcher. On ne peut pas s'approcher parce que c'est ce que Colin Hoare aurait appelé un hérisson, quoi. Avec tous ces pics dehors, on ne peut pas s'en approcher. Il reste très, très singulier et très, très individuel. Je ne critique pas Renaudy, que j'ai bien connu à une époque, et que je trouve être un architecte exceptionnel. Mais c'est une production effectivement exceptionnelle. Alors cette question de... Vous allez me dire, il y a bien d'autres types quand même que ce que vous montrez avant, là. Vous n'avez pas bien cherché. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres, mais pas tant que ça quand même, pas tant que ça. On pourrait dire, tiens, dans les années 70, 80, il y a eu un moment où peut-être, plus qu'aujourd'hui, la production du logement a touché à ce qu'on appelait des dispositifs en duplex. Ça a cherché à se développer, la maison-appartement, le dispositif en duplex, directement inspiré, bien sûr, de l'antécédent qu'avait été l'unité d'habitation de Marseille, Le Corbusier. Mais cette unité d'habitation de Marseille, elle aussi, c'était un modèle, pas un type. Peut-être que le logement en duplex est devenu un type possible. Et donc, on le voit ici développé, je mets presque en vis-à-vis les deux, chez Métoff et Nouvel et Ibos, développé selon, pas la même modalité exactement, mais selon les mêmes, font un dispositif qui se ressemble. Dans ce cas-là, remarquez bien une chose, c'est que les duplex, généralement, pour qu'ils puissent fonctionner, il faut qu'ils soient à double orientation. S'ils sont à simple orientation, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Donc, on ne quitte pas cette idée initiale, cette idée précédente des logements qu'on voyait. Alors, je ne dis pas non plus qu'on ne peut pas rechercher des dispositifs de logement qui se décalent par rapport à ce que je décrivais précédemment. Ces dispositifs de logement, au fond, ils vont chercher une autre combinaison des pièces, ils vont chercher, et je dis bien une autre combinaison des pièces, parce que peut-être qu'ils sont toujours basés sur le fait qu'on ait affaire avec le logement à des pièces, systématiquement ou pas, mais à des pièces. C'est-à-dire qu'il faut toujours dans un logement qu'il y ait des entités qui soient fermées. Et donc peut-être qu'en regardant un certain nombre d'opérations, là j'en citerai deux pour le plaisir, de Koloff par exemple, à Berlin, lorsqu'il essaye de repenser la disposition à l'intérieur d'un simple appartement, de ce que les pièces soient, entre guillemets, quelque part un peu équivalentes, déterminées aussi par rapport à un vestibule qui dépasse largement les entrées habituelles, c'est-à-dire quelque chose qui redonne une autre configuration à l'appartement. Je pense aussi que c'est quelque part ce qui anime la réflexion de Sophie Delay par rapport, non pas à supprimer les pièces, mais avec des pièces dont les statuts peuvent être différents, comment je repositionne ou je reconsidère la structure du logement comme telle. Mais là aussi, remarquez bien que la qualité de ces dispositifs, elle tient aussi à ce qu'ils soient à double orientation, parce que s'ils n'étaient pas à double orientation, ça ne fonctionnerait pas aussi bien. Alors toute cette question-là, ça m'amène bien sûr à la question, disons, la plus exploratoire par rapport au travail que j'ai fait, vers ce que j'appelle les formes de l'habitat. On a vu ce qu'il en était du logement et de sa dimension vernaculaire. Maintenant, est-ce qu'il y a des formes de l'habitat? Quelles sont-elles dans la période contemporaine, on va presque dire? Qu'est-ce qui les distingue? Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui les qualifie? En quoi certaines sont plus disposées par rapport à certains sites, certains territoires, par rapport à d'autres, etc. Et j'ai distingué 4 formes.
elles ne sont pas exclusives l'une de l'autre. Elles peuvent se mixer. Et il peut y en avoir d'autres. Mais bon, moi je me suis arrêté à ça. On pourrait très certainement poser l'hypothèse d'autres formes. Mais j'en ai pas trouvé d'autres qui m'aient convaincu personnellement. Voilà. Alors la première, c'est la forme comme sédimentation, enfin la ville comme sédimentation. Et ça, je dirais, c'est l'acquis, enfin l'acquis, j'appelle ça comme ça un peu, l'acquis des années 80-90. Dans les années 80-90, il est devenu clair que la ville est sédimentaire, que la ville, elle est la superposition, le côtoiement d'un certain nombre d'entités construites qui ne sont pas des mêmes époques, etc. Que l'idée de faire un projet sur une table rase commence à devenir une idée, je vais dire, difficilement défendable, très difficilement défendable, même si, en réalité, évidemment, des opérations se faisaient encore à cette époque-là, et se font toujours aujourd'hui aussi sur la table rase. Mais intellectuellement difficile à défendre. Alors je dis ça parce que, au fond, cette ville sédimentaire, c'est celle où, on va dire, on regarde les choses de près, et pas de loin. De près, ça veut dire quoi? Ou plutôt, de loin, ça voulait dire quoi? De loin, ça veut dire, par exemple, que quand vous êtes en train d'examiner un plan de grand ensemble, au fond, vous le regardez de loin. Vous le regardez de loin, c'est-à-dire c'est la maquette, généralement, qui sert de référence à cette époque, ou c'est le plan masse, c'est-à-dire quelque chose qui se regarde à très grande distance. D'ailleurs, c'est le moment aussi où certains architectes sont passionnés par l'avion. On circule comme ça en avion, hein, et on voit les choses de loin, hein, de loin. Je pense que les années 70-80 commencent à regarder, justement, à redescendre sur Terre, on pourrait dire de ce point de vue-là, et regarder les choses de près. C'est ce que Nouvel appelait la poésie du proche, et je trouve cette formule plutôt assez adéquate. C'est aussi cette dimension de proximité, ça correspond à quelque chose où on retrouve le contexte, bien sûr. Bien sûr. On retrouve le contexte, mais on retrouve aussi un rapport aux matériaux qui soit beaucoup plus tactile. Beaucoup plus tactile, c'est-à-dire là aussi beaucoup plus proche. C'est Herzog et de Meuron, par exemple, évidemment, dans cet ensemble à Bâle. C'est les autres exemples que je montre, ici aussi. Ça produit aussi des profondeurs de champ, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à regarder les choses de près, on voit un peu les choses en profondeur. Et tout ça, ça change un peu un climat par rapport à l'architecture. Et ce climat, je dirais, il est absolument pas destiné à disparaître. C'est pour ça que je dis c'est un acquis, c'est une espèce d'acquis. Après, il va se traduire d'autres façons. Alors dans cette hypothèse-là aussi, au fond, la ville, puisqu'elle est considérée comme sédimentaire, elle est aussi hétérogène. Elle n'est pas homogène. Elle est reconnue comme hétérogène. Elle est reconnue comme hétérogène, c'est-à-dire constituée d'un certain nombre de bâtiments qui n'ont pas besoin de s'unifier complètement. C'est peut-être la démonstration, l'une des premières démonstrations qu'avait fait Diener avec le Fartekhof à Bâle, où il y a du bureau, du logement, une brasserie qui est devenue un centre culturel, un bâtiment ancien qui s'associe, qui se coordonne, mais sans s'unifier. Et enfin, cette question-là, c'est souvent cette question que l'on va retrouver dans de nombreuses opérations dans les villes européennes, d'architectes qui sont souvent, à mes yeux, assez talentueux, habiles. Et ces architectes, au fond, peut-être c'est la parole de Shinozuki qui me paraît quelque part très très pertinente lorsqu'il parle de stratégie oblique, et surtout quand il parle d'une architecture qui ne peut pas vraiment être innocente, pure, contente de sa propre existence.
une architecture qui ne soit pas contente de sa propre existence. Ça veut dire qu'elle existe au milieu des autres, très simplement. Mais ce n'est pas si simple que ça, bien sûr, d'exister correctement au milieu des autres. Alors, toute cette problématique de la sédimentation, c'est là où moi aussi je retrouve Lacaton et Vassal. Parce que Lacaton et Vassal, lorsqu'ils font leurs opérations, ils sédimentent. Ils ne cherchent d'abord pas à démolir le bâtiment qui existe, même pas à le transformer fondamentalement du point de vue notamment de sa structure constructive. Non, ils le reprennent, ils le complètent. On le sait, c'est ce qu'ils avaient fait là, comme ils l'avaient fait dans assez nombreuses opérations maintenant. Et parce qu'ils considèrent assez simplement que, et on peut peut-être être d'accord avec eux de ce point de vue-là, que les logements des années 60, en l'occurrence ici je ne me souviens plus qui c'était, mais c'était marqué tout à l'heure, Lopez, pardon, les logements de Lopez initiaux sont plutôt assez corrects, peut-être un peu petits, donc ils sont un peu agrandis, ou même très agrandis par rapport à des espaces extérieurs, mais leur structure, la matière de ces logements, elle n'est pas bouleversée. Elle n'est pas bouleversée, ce sont les mêmes. Alors ça veut dire, comme ils le disent d'ailleurs, et je pense qu'il faut les écouter de ce point de vue-là, les grands ensembles portent en eux les germes de leur propre qualification, transparence, dégagement visuel, grande hauteur, espace vert, disponibilité foncière, etc. Alors j'aurais envie de dire, là, en ajoutant quelque chose à ce qu'ils disent, d'un point de vue un peu plus urbain et un peu moins architectural, d'un point de vue un peu plus urbain, je dirais qu'il faudrait peut-être que dans les grands ensembles, on retrouve la dimension romaine, celle dont parlait Aldo van Eyck. Alors, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est ce que j'appelle la ville comme fondation, c'est-à-dire lorsqu'on a affaire à un territoire qui a été libéré, presque on pourrait dire à une table rase, mais qui est toujours partiel, là, plutôt dans des sites déjà urbanisés, lorsque des industries s'en vont, des infrastructures de transport ont été déplacées, etc., etc. C'est ce qui s'était passé à Hambourg, lorsque, pour la réalisation d'Hafen City, au fond, Hafen City s'installait sur des quais qui avaient été désaffectés parce que le port de Hambourg ne pouvait plus recevoir les grands bateaux à cet endroit-là, donc les recevrait plus en aval, et les terrains avaient été libérés. Et à quoi a-t-on procédé ici? À un découpage, évidemment, parce que dans une fondation, au fond, on fait toujours un découpage. Et ce découpage, de près ou de loin, ressemble toujours à un damier. Un damier, c'est-à-dire des rues verticales, des rues horizontales, etc. Le truc, à la limite, ce que les Romains faisaient déjà. Donc ce damier-là, il se borne à découper effectivement le terrain des quais en opération, en îlot, on va dire, en îlot. Et on voit ici, au fond, que dans un îlot, il y a 3 ou 4 bâtiments qui s'assemblent, pas forcément mitoyens, confiés à des maîtres d'ouvrage différents, à des architectes différents, mais pas toujours, et que ça fabrique une ville assez homogène, je dirais, du point de vue des hauteurs, du point de vue des gabarits, etc. Une ville assez homogène, mais avec des différences quand même qu'on dirait être d'écriture architecturale. On ne fait pas les bâtiments tout à fait de la même manière si on s'appelle un tel ou un tel. Mais volumétriquement, c'est à peu près semblable. Alors, cette manière de faire la ville, au fond, les villes européennes, quand même, se sont souvent développées sur ces terrains-là, sur des terrains un peu semblables. Je ne dis pas tout à fait de la même manière, mais en empruntant beaucoup de caractéristiques qui leur sont communes. Alors, on pourrait dire, tiens, si on remonte un peu en arrière, si je retourne au Havre, tiens, les îlots de Perret qui bordaient la place de l'hôtel de ville, c'est ça, quoi. C'est soit des îlots avec des bâtiments, mais là, ils sont plutôt de hauteur
très régulières, ils sont de trame régulière évidemment, parce qu'on l'a vu précédemment. Ils ont des caractéristiques qui font que c'est une architecture que Perret veut homogène, même si ce sont des architectes différents, il les veut homogènes. Donc c'est un peu au-delà de ça, ce dont je parlais par rapport à Fun City. Mais au fond, c'est peut-être ce qu'on a connu dans la première phase de Tolbiac à Seine-Rive-Gauche, c'est-à-dire de part et d'autre de la Bibliothèque de France, où les îlots étaient réguliers, sur un damier, parce que c'était horizontal-vertical, par rapport à la bibliothèque, bien sûr. Les bâtiments étaient de même hauteur, ou quasiment de même hauteur, du moins on le voit bien ici sur cette suite, et puis même gabarit, les lignées de balcons qui se poursuivaient, etc. Tandis que la recherche d'une architecture ou d'un ensemble qui soit quand même plutôt homogène, au contraire de ce que j'évoquais précédemment avec Diener, par exemple, plutôt homogène. C'est-à-dire l'idée que la ville doit redevenir un peu homogène, avec des différences entre bâtiments, mais c'est tout. Alors ça n'a pas duré longtemps. On va dire ça n'a pas duré longtemps. Les architectes critiquaient ça, les responsables municipaux aussi, enfin tout un tas de situations ont fait qu'on n'a pas beaucoup poursuivi dans cette direction. Peut-être à juste raison pour certaines choses, peut-être pas forcément pour d'autres, mais ça, ce serait un peu plus long d'en parler que de le faire ici. Alors, vite, qu'est-ce qui s'est passé, évidemment? Deuxième opération à Seine-Rive-Gauche, c'est la fameuse troisième ville de Port-en-Part, celle de l'îlot ouvert. Théorisée ici, évidemment, de façon simple mais compréhensible, à savoir, comme vous le savez vous-même, bien sûr, l'îlot fermé, l'open planning et la synthèse des deux, la conciliation des deux, l'îlot ouvert, à la fois ouvert et fermé. À partir de 1995, le quartier Masséna va se développer selon cette modalité. Une modalité où sur un même îlot, il peut y avoir 3, 4 opérations, souvent un peu moins, mais enfin plusieurs opérations, avec des architectes différents, avec des promoteurs ou des maîtres d'ouvrage différents, sachant que, évidemment, Port-en-Part, lui, contrôle tout ça, contrôle toutes les volumétries, etc., contrôle l'aspect général de l'opération. Alors cette manière de faire la ville, au fond, si je la choisis là, c'est que je pense qu'elle va avoir une importance très très grande, notamment en France, parce qu'elle va définir peut-être une espèce de modèle de ville, peut-être modèle de ville libéral, où il y a des règles, mais chacun a le droit, d'un certain point de vue, de les enfreindre pour développer son propre langage, je dirais. Alors, et si je parle de ça aussi, c'est que entre la troisième ville de Port-en-Part et la ville variée d'Herzog et de Meuron, dans leur conception qu'ils avaient développée pour Lyon-Confluence à partir de 2009, au fond, on a affaire à la même problématique. Comme si comme si ceux-là avaient copié celui-là, à savoir l'îlot fermé, l'open planning, vaguement un îlot ouvert sur 4 côtés, comme si c'était un îlot de HBM des années 20-30, et puis, au fond, qu'est-ce qui est préconisé? La ville variée, c'est-à-dire ce dispositif où les bâtiments se différencient, mais qui peut être confié, un îlot pouvant être confié à un seul maître d'ouvrage, parce qu'on a évolué un peu maintenant, à un seul maître d'ouvrage qui va distribuer même les bâtiments à plusieurs architectes, ou qui va même les distribuer à d'autres maîtres d'ouvrage. Enfin, une façon de faire la ville que l'on voit se développer, ou qu'on a vu se développer dans au moins les 15 années récentes. Et cette façon de faire la ville, au fond, ça produit ce type de configuration plus rigide à Lyon qu'à Seine-Rive-Gauche, parce que les îlots sont beaucoup plus grands, les opérations sont beaucoup plus grosses, alors que Seine-Rive-Gauche semble très petit à côté de ça. Mais un dispositif, au fond, des bâtiments
le long des rues, et puis au milieu, un espace collectif, mais enfin, pas public, en l'occurrence ici, même s'il peut y avoir une traversée, mais ça reste dévolu à ceux qui habitent ou qui travaillent autour, si bien que ça veut dire qu'il n'y a pas grand monde dedans. Alors cette structure-là, parce c'est une structure, on peut se demander quelle image elle veut donner justement d'une communauté, parce qu'au fond, un îlot, c'est une communauté d'habitants, pas seulement, parce qu'ici, il y a effectivement un bâtiment de bureau, vous le connaissez, celui de Quéret, et puis après, il y a la tour de Herzog de Meuron, puis il y a d'autres bâtiments, d'autres architectes, et puis un bâtiment qui a été conservé, qui était sur le site, parce que c'était l'ancien marché d'intérêt national de Lyon. Donc, au fond, un dispositif dont on voit, vous êtes suffisamment, vous voyez suffisamment de situations urbaines où des projets se développent sur des territoires un peu libérés comme ça, pour vous dire, bon, effectivement, c'est assez commun, et qu'on soit à Boulogne, qu'on soit à Bordeaux, qu'on soit à Rueil-Malmaison, qu'on soit à Metz, fondamentalement, on peut dire, on peut dire c'est la même forme. Il y a des différences, bien sûr, mais c'est la même forme, la même structure. Exactement comme, au fond, on voyait les différentes formes, si vous faites le tour de la ceinture parisienne. Bien sûr, tous les îlots ne sont pas pareils, mais fondamentalement, là aussi, c'est une structure qui se répète et qui se diversifie, ou qui connaît des évolutions ou des modifications, mais qui ne met pas en cause la structure qui est celle que j'essaye de décrire. Alors ça c'est la deuxième forme de l'habitat. La troisième, elle touche à ce que j'appelle des grandes formes. Alors, qu'est-ce que c'est que des grandes formes? Enfin, du moins, telles que je les définis. Les grandes formes, ça ressemble à ça. Ça ressemble à le Karl Marx Hof, 1,5 km de long, le truc d'une puissance invraisemblable. C'est le fer à cheval de Bruno Taut à Berlin. Et qu'est-ce qui caractérise les grandes formes? C'est des figures unitaires. C'est-à-dire, le fer à cheval, ça n'aurait aucun sens qu'il soit découpé. Il faut qu'il soit fer à cheval. Donc il faut qu'il ait une espèce de configuration unitaire. Aucune partie ne peut s'en séparer. Ou alors, si on sépare les parties ou si on les coupe, ça perd toute signification. Alors les grandes formes, dans ces années-là, 20-30, ça appartenait à des moments de grande ambition par rapport au logement, et notamment au logement social. Que ce soit à Vienne-la-Rouge, ou que ce soit à Berlin, avant évidemment l'avènement du nazisme, la République de Weimar. Grand moment de réflexion sur le logement social, grand moment de réalisation, donc une espèce de situation où on veut faire des grandes choses, des grandes formes, en pensant aussi que les habitants de ces ensembles vont s'identifier, en quelque sorte, à ces grandes formes parce qu'elles représentent comme la centralité de leur grand quartier. Elles représentent comme un lieu vraiment où ils peuvent s'y reconnaître, socialement s'y reconnaître. Alors, est-ce que ça existe toujours comme ça? Peut-être pas tout à fait dans cette dimension-là, mais quand même, et ça va peut-être intéresser plus directement l'Europe du Nord, lorsque on se trouve à Amsterdam, dans ces années 90, c'est le moment où est réalisée la baleine, the whale, c'est-à-dire une grande forme, unitaire. Là aussi, pas possible de la découper, ça n'a aucun sens, donc une grande forme unitaire, et qui s'affiche comme telle. Évidemment, c'est assez évident qu'on peut dire « j'habite la baleine ». C'est un lieu qu'on peut désigner.
C'est pas un endroit banal, tout à fait, non, c'est un lieu que l'on désigne. Et au fond, dans une situation portuaire, hein, c'est la récupération de quais qui étaient dévolus à la marchandise avant, bien sûr, donc dans une ville qui est aussi quelque part une ville de fondation. Hein. Dans cette configuration des grands quais, des grandes étendues, ici, face à la Baleine, vous voyez le bâtiment à gauche, enfin à droite, pardon, de Hans Koloff, et puis à gauche de Diener et Diener. Au fond, ces grandes formes qui appréhendent un grand territoire. On ne peut pas tout à fait imaginer que ces grandes formes puissent être dans un territoire qui soit complètement saturé. Alors ça veut dire que ici les deux exemples que j'avance, à savoir KNSM Island de Hans Koloff, non, un seul bâtiment continu, dont la toiture est totalement continue, ensemble de logements sociaux en l'occurrence, donc qui là aussi s'adresse à une identification possible par rapport à ce lieu où font ces grands quais qui sont maintenant, qui commencent effectivement à être habités. Même hypothèse pour Diener et Diener, qui est voisin du précédent. Donc le choix dans ces villes de réaliser véritablement des opérations de très grande importance. Évidemment, là, on ne se pose pas la question de la variété, on ne se pose pas la question de la diversité, etc. Je veux dire, on ose, effectivement, la grande forme. Et ceci est plutôt sensible, effectivement, en Europe du Nord. On se souvient du fameux silodame de MVRDV. Et ce silodame, au fond, il y avait une espèce d'ambition aussi. C'était que le silodame, c'était cette grosse machine-là, presque une grosse unité d'habitation, on pourrait presque dire, composée d'une collection, on pourrait presque dire, de différentes matières logements avec des configurations qui n'étaient pas les mêmes, des maisonnettes pour les seniors, etc., etc. Et donc qui fabriquaient comme une communauté que, de ce point de vue-là, MVRDV imaginait être une communauté constituée d'entités différentes, donc une communauté qui pouvait, là aussi, vivre comme un quartier autonome, quoi. Comme un grand quartier autonome dans un seul bâtiment. Au fond, ce n'est pas une hypothèse tellement différente par rapport à l'unité d'habitation de Marseille, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, qui est l'unité d'habitation de Marseille, un grand bâtiment autonome qui n'a aucune relation à son environnement bâti, donc un grand bâtiment autonome et qui voulait être en lui-même un quartier, mais un quartier constitué de différentes choses. Ici, c'est un peu pareil. Alors cette opération, pas cette opération, mais la même problématique, au fond, MVRDV la restitue aussi à Madrid, ce qui est vraiment une incursion vers le sud qui est assez exceptionnelle. Enfin, je dis exceptionnelle parce que ça ne s'est pas beaucoup reproduit. Et là, c'est assez caractéristique d'autre chose, à savoir que, je ne sais pas si vous connaissez ces extensions des grandes villes, enfin de Madrid essentiellement, et de certaines villes espagnoles, qui sont constituées par ces énormes îlots carrés, fermés, hein, un peu étouffants quand même, assez sérieusement étouffants. Et ces îlots, ils sont partagés en 3, 4 copropriétés, en fait, et chacune des copropriétés, au centre de l'îlot, a une piscine, quoi. Et c'est assez typique à San Gennaro, c'est ce qu'on voit même dans une vue aérienne, on est assez surpris de ça. Donc MVRDV remet ça à la verticale. Ok, remet ça à la verticale. Comme par opposition délibérée là, aux îlots fermés horizontaux. Et au fond, la partie centrale de l'îlot, elle est au milieu, au 12e étage, avec un espace dit public au 12e étage, ou plutôt un espace collectif où l'idée, c'est de reprendre comme à Silodame la possibilité de ce qu'il y ait plusieurs quartiers à l'intérieur d'une même entité.
Alors cette idée-là, je veux dire, mettre une communauté dans un seul bâtiment, au fond, c'est assez contradictoire, ou plutôt assez contraire à ce qu'on voyait précédemment, aussi bien avec la ville comme sédimentation ou la ville comme fondation. Parce que dans les deux cas, sédimentation ou fondation, ça permettait quand même qu'il y ait une mixité programmatique, puisqu'on pouvait, dans un même îlot en l'occurrence, mettre des logements, mettre des bureaux, mettre des logements privés et des logements sociaux, etc., etc. Donc une espèce de mixité programmatique et peut-être une protection par rapport à une certaine mixité sociale, qui n'est pas toujours évident, tandis qu'ici, cette mixité, elle se retrouve dans le bâtiment. Et dans le bâtiment, ou plutôt très souvent, ce qu'on va voir apparaître dans d'autres opérations, comme ici avec Big, c'est que ces grandes formes, elles supposent quelque part, au contraire de ce que je disais juste précédemment, elles supposent au contraire presque une uniformité sociale. Les gens qui vont habiter là, ils se reconnaissent entre eux. Ils ont le même type de logement, ils ont le même type de revenus. Au fond, c'est comme des communautés fermées, on va dire, hein, comme on les appelle aussi aux États-Unis ou ailleurs, gated communities. Donc des communautés fermées. Ça, c'est le risque. Ou plutôt, ce n'est pas le risque, on peut supposer que ça peut arriver assez facilement avec les grandes formes. Alors, dans les grandes formes, il y a une dimension aussi qui apparaît plus fort, sans doute plus intensément que dans les cas précédents, à savoir qu'il y a une tentation un peu iconique. Tentation iconique parce que la grande forme, il faut qu'elle ait une configuration ou qu'elle ait presque une volumétrie qui lui soit assez propre. Et au fond, c'est là ce qu'on voit à Arus ou que même on voit à Singapour. D'ailleurs, les grandes formes, ça s'adresse aussi aux pays du Sud maintenant, mais au Sud, plutôt côté Asie. Et donc ces grandes formes, elles font quelque part, elles recherchent un dispositif qui soit un peu singulier, donc un peu iconique. Et dans le cas évidemment de Loma, enfin c'est Colas, il n'était pas trop là-dessus, mais c'est Ole Scheren, un autre associé, qui est indépendant maintenant aujourd'hui. Bon, il s'oppose à quoi? Il s'oppose à la ville asiatique traditionnelle, enfin traditionnelle moderne, c'est-à-dire une ville de tours. Des quartiers comme ça, faits de tours. En Chine, en Corée ou au Japon, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, s'opposant à ça, c'est un autre dispositif, une autre structure, disons. Une autre structure qui veut manifester, évidemment, l'idée d'une certaine communauté. Cette autre structure, les Scheren, lui, il l'appelle un village. Voilà. Alors, évidemment, c'est un très grand village, mais cette nécessité de nommer toujours la structure, très très souvent, comme village. Alors c'est une question qu'on doit se poser, parce que si on renomme les choses village, c'est parce qu'on recherche quelque chose. C'est peut-être pas la réalité, mais on recherche quelque chose. Et cette recherche, peut-être qu'elle n'est pas du tout à ignorer, parce qu'elle signifie qu'on cherche à donner un sens à la structure, donc un sens à la communauté. Dernier cas, la ville-jardin. Et la ville-jardin, alors, vous me direz, tiens, c'est la cité-jardin. Oui, c'est un peu la cité-jardin, ou du moins, dans les années 20-30, c'est ce qui avait été développé, la cité-jardin, comme à Rotterdam. Ce très beau quartier de Peter Hood. Hein, Houd, plutôt cool. Maison individuelle avec jardin individuel, etc. Plutôt basse, mais de forte densité quand même. Assez très urbain, parce que de forte densité. Autour, c'est un peu les mêmes dispositifs, moins modernes, mais c'est la même chose. Hein, des maisons avec leur jardin individuel, etc. Donc la structure n'est pas forcément très différente. Mais lorsque Colas, il fait High Plain à Amsterdam, il reprend le même dispositif à cette époque-là. C'est un dispositif un peu Siedlungen, un peu cité-jardin à la hollandaise. Et sa référence, à ce moment-là, bon, je m'en souviens bien parce que c'est la première fois que je suis allé à Rotterdam pour voir ça et que
je l'ai vu et on en a discuté là-bas, sa référence, c'était ça. Il disait, il faut vraiment regarder Oud. Ce qu'il a fait, c'est très très bien ici et à Hoek van Holland. Donc, un dispositif qui a cette permanence-là, une espèce de... Entre à 50 ans de distance, on fait encore la même chose en Hollande. Et on le fait encore ici aussi à Amsterdam. Peut-être que le bois habité de François Leclerc, c'est ça renoue avec ça. C'est à Lille, c'est au nord, comme par hasard. C'est-à-dire c'est dans ce champ de l'Europe du Nord qui a connu ce type de dispositif et qui mériterait sans doute, ce type de dispositif, selon certains territoires, d'être poursuivi. Parce qu'il a beaucoup d'avantages du point de vue des qualités de l'habitat. C'est clair. Après, comme à Rotterdam, bien sûr, les logements, ce ne sont pas uniquement des logements individuels, mais sur le pourtour, effectivement, des logements collectifs aussi. C'est une densité assez forte, malgré tout, mais une densité qui est... où là aussi, on ne se soucie pas de différencier chaque bâtiment par rapport à l'autre, quoi. Alors qu'ici, on aurait peut-être une petite tendance à Lille, parce qu'on est un peu obligé. Alors, ça, c'est la première ville-jardin, ville-cité-jardin. Mais je reviens à Le Corbusier. Vous allez me dire, je suis obsédé avec celui-là. Non, je ne suis pas obsédé, mais bon, il est utile pour poser un certain nombre de problèmes. Vous voyez, c'est utile, parce que pas qu'il les pose, et puis après, on en fait ce qu'on veut, et puis on réfléchit là-dessus. Lorsqu'il fait la ville verte, qui n'est pas la ville-jardin, la ville verte, il dispose ces grands redans, là, autour de jardins, de grands jardins. Le modèle, c'est le Palais Royal parisien, qui est une opération spéculative immobilière de logement au XVIIIe siècle, pour les aristocrates ou pour les grands ou les bourgeois, mais une opération immobilière autour du jardin du Palais Royal. Et au fond, ce modèle-là, lui aussi, il a peut-être capacité à représenter ce qu'il peut en être d'une ville-jardin. À ce qu'il peut en être d'une ville-jardin, avec des bâtiments plus ou moins importants. Ici, ça, c'était le prototype de l'unité d'habitation de Marseille pour ce qui est des bâtiments nord-sud. C'est là qu'il a été la première fois, on va dire, dessiné à cette occasion. Alors, dans ce dispositif, bien sûr, même les modernes, entre guillemets, ont cherché à faire des jardins, à faire en sorte que les bâtiments se tournent autour de jardins. Mais dans le cas de quelqu'un comme Lotz, évidemment, les jardins sont très, très déterminés du point de vue de la géométrie, mais ils restent ouverts. On ne peut pas fermer les espaces, donc on ne peut pas fabriquer des pièces, quoi. Ouh là là, ça fait très très peur. On ne peut pas fabriquer des pièces urbaines, on pourrait dire presque. Alors que Pouillon, lui, à la même époque, il s'affranchit de ça. Ou plutôt, lui, il ne se soucie pas beaucoup de ce que les modernes peuvent toujours penser. Et donc, il va faire ses opérations très très belles à Montrouge, à Pantin, à Boulogne-Billancourt, où là, fermer des espaces, il n'hésite pas. Et il n'hésite pas, mais ils ne sont jamais complètement fermés, bien sûr. Il n'hésite pas, puis c'est autour, effectivement, de jardins. Donc ça représente quelque chose en rapport avec l'Argile-Jardin. Plus récemment, évidemment, mais il y a déjà longtemps maintenant, Piano avait fait la rue de Meaux, autour d'un jardin. Logement à double orientation, etc., etc. Je ne reviens pas là-dessus. Autour d'un jardin, ce qui maintenant est très difficile à faire dans beaucoup de situations urbaines, parce que c'est des densités qui sont peut-être moins fortes, bien sûr, que les îlots qu'on voyait précédemment dans la ville comme fondation. Ça, c'est clair, ou que les grandes formes. Et la question de la densité devient une question très, très épineuse aujourd'hui, bon, pour des raisons aussi qui dépassent l'architecture, qui sont des raisons d'ordre politique et foncier. Alors ça, on est dans la ville-jardin. Troisième chose, et c'est pourquoi j'insiste sur cette question de la ville-jardin, c'est qu'aujourd'hui, au fond, ça correspond à une demande sociale, on pourrait dire presque une demande sociétale, qui est évidente, c'est-à-dire
vivre dans un univers qui soit dénué d'espace, on va dire d'un mot un peu bébête, mais d'espace vert, d'espace un peu naturel, ça devient aujourd'hui un peu difficile. Ça devient même un peu inacceptable par ceux qui habitent. On le sait, d'autant plus qu'avec des phénomènes de réchauffement climatique, plus des phénomènes de Covid, etc., ça complique encore un peu plus les choses. Donc dans l'hypothèse où on veut, parce que c'est ça l'hypothèse, dans l'hypothèse où on veut que le logement collectif soit un bien désirable, c'est-à-dire dans l'hypothèse où on veut où on ne veut pas qu'une portion de la population importante aille vivre à la campagne ou aille vivre dans des lotissements de maisons individuelles. Que faire sinon faire en sorte que le logement collectif soit désirable, et pour être désirable, il faut qu'il ait un certain nombre de qualités qu'il va falloir renforcer, et notamment cette idée de construire en fait la ville un peu dans un jardin. Alors Le Corbusier, il avait émis cette seconde hypothèse, après, au fond, vivre autour d'un jardin, c'était vivre dans un jardin. Et ça, c'était le parc Monceau qui lui servait un peu de référence. À Paris, parc Monceau, et voilà le but nettement fixé. La ville de demain peut vivre totalement au milieu des verdures. Il manque à New York de n'avoir pas érigé ses gratte-ciel au milieu du parc Monceau. Utopie, acceptons la gageure. Évidemment, il détestait New York, on le sait, et donc il ne rêvait absolument pas d'une ville dense new-yorkaise. Mais cette question-là, au fond, dans les années 50, 60, puis ça n'a jamais cessé, faire des ensembles d'habitats qui étaient plus ou moins dans un parc, ça s'est beaucoup développé. Ça a été quelque chose qui a existé. Quelquefois, de très jolis ensembles, Herbé Le Couteur, magnifique, très très beau comme ensemble. Ici aussi assez beau, l'Agneau et les autres, dans une situation plus difficile, on va dire, à Fontenay qu'à Louvciennes, avec des logements qui sont des logements à ce moment-là qui adoptent des dispositifs qui ne sont pas ceux que j'ai examinés précédemment, plutôt de façon générale, mais qui sont ce qu'on appelle des plots, évidemment. Et ces plots, il faut plutôt des bâtiments ponctuels, on va dire, plutôt que des plots. Des bâtiments ponctuels dont l'idéal serait, du point de vue de la configuration, le plan qu'on envoie en haut à gauche, c'est-à-dire sur un niveau, 4 appartements, c'est l'idéal. Après, évidemment, pour tout un tas de raisons, on peut en ajouter, mais bon, l'idéal, c'est ça quand même. Et qui peuvent convenir à des configurations de plus en plus compliquées. Ça, c'est évidemment pas dans toutes les situations, mais ça peut exister aussi. Les Suisses adorent ça parce qu'évidemment, ils construisent de façon un peu plus aisée qu'on peut le faire dans d'autres situations, dans d'autres pays. Alors, ce dispositif, il a été, puisque j'évoquais la Suisse, évidemment, il a été développé en Suisse. Il a été développé. Il représente peut-être une part assez importante de la production là-bas, surtout qui s'adresse à des territoires, au fond, qui sont des territoires, disons, pas pavillonnaires vraiment, mais des territoires, disons, où de gros pavillons, ou de grosses maisons bourgeoises, voilà, des territoires un peu de ce type, dont les autorités publiques, en l'occurrence, cherchent à densifier, pour augmenter la densité d'habitation, très simplement. C'est le cas à Genève, c'est le cas à Zurich, etc. Et en densifiant, tout en préservant, on va dire, une certaine fluidité, une certaine ouverture, mais avec des bâtiments qui vont être plus importants que les grosses maisons antécédentes. Si je montre ça ou si je parle de ça, c'est que, au fond, on retrouve là une dimension de sédimentation aussi. Comment est-ce que, dans de multiples territoires de périphérie, je ne dirais pas de banlieue, je dirais de périphérie, dans les grandes villes européennes, les métropoles, etc., il y a toujours des trous vides. Toujours. C'est là qu'on va construire. Ou des trous qui vont se vider. Des moments où des terrains vont se libérer.
Et qu'est-ce qu'on va construire? C'est un peu ma question. Qu'est-ce qu'on va construire? Est-ce qu'on va construire selon une seule modalité, entre guillemets, ou bien est-ce qu'on va construire selon plusieurs modalités possibles qui correspondraient aux différentes situations et qu'on n'aurait plus, comment je dirais, on n'aurait plus ce recours peut-être un peu trop présent aujourd'hui à une solution structurelle qui est toujours un peu celle de la ville de fondation que j'évoquais précédemment. Alors, comment est-ce qu'on va, dans des situations, évidemment, ça ne regarde pas simplement les architectes, ça regarde aussi les maîtres d'ouvrage, ça regarde les aménageurs, ça regarde les villes, etc. Comment est-ce que la ville pourrait aussi s'enrichir de ce que des entités construites, les entités bâties, les structures d'habitat, les formes d'habitat, les formes de l'habitat puissent être différentes, puissent aussi se compléter, puissent aussi offrir des modalités d'habitat qui ne soient pas toujours strictement les mêmes. Je pense que ça, c'est réfléchir à la structure. On peut toujours réfléchir, on peut toujours continuer à réfléchir au logement comme tel, bien sûr, mais penser le logement dans sa dimension de fabricateur de structure, je pense que c'est une question essentielle et qui devrait réinterroger les architectes, d'abord, sans doute, et puis aussi d'autres responsables et d'autres. Donc c'est pour ça que dans cette situation-là aussi, la problématique de la ville verte est une problématique qui mérite plus d'attention que simplement de verdir quelques murs, comme on le voit quelquefois, hein, un peu plus que ça, quoi. Ou d'utiliser simplement les toitures comme étant verdies, etc. Plus que ça, quoi. Ça touche à la structure même de ces quartiers ou de ces formes de l'habitat. Alors, voilà, j'ai fait le tour. Enfin, du moins, j'ai fait moi un tour. Je ne sais pas si il vous a complètement satisfait. Du moins, j'espère qu'il ne vous a pas trop déçu. Si je remets cette image du village Bororo, c'est parce que, au fond, celle-là, elle reste dans le crâne, quoi. Elle est facile à mémoriser. Elle est facile à mémoriser, elle est facile à comprendre que si on parle de village, si on parle de ville, c'est toujours de structure qu'on parle. Et c'est peut-être cette image-là, au fond, qui résumerait mon propos ce soir. Et pour ce faire, je vous remercie vraiment de votre attention.